Et si on parlait matos, enfin plus particulièrement de ça. Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Alors, ça fait un moment que je voulais t'en parler, puis c'est un peu ma nouvelle lubie du moment. Je suis en train de me faire un rack 500, il est là. Et je voudrais t'en parler parce que c'est probablement une des meilleures solutions pour installer du hardware dans un home studio. Et juste avant de commencer, j'ai une petite question pour toi. J'aimerais que tu répondes à un petit sondage. Je t'ai mis ça en premier commentaire. Je vais très prochainement ouvrir une page Patreon et je voulais savoir si c'était quelque chose qui te branchait, sur laquelle tu serais motivé pour lâcher la pièce pour l'artiste ou pas. Et puis il y a un vrai but derrière, mais ça tu le découvriras tout début janvier. Voilà, n'hésite pas à aller juste répondre, ça va te prendre une minute, puis moi ça m'aide un petit peu pour orienter les choses. Voilà, je vais le mettre comme ça, même si c'est pas dans le bon sens. Alors en matière de matériel home studio, il y a bien un truc qui fait qu'on a l'impression en tout cas de passer un gros cap dans l'installation de son home studio, c'est tout ce qui est périphérique hardware. Hein. Donc je parle de compresseurs, de tranches de console, de préamplis, d'égaliseurs, etc. Tout ce qui en fait évoque finalement le monde des studios professionnels qui fonctionne quand même en grande partie avec du matos comme ça extérieur qui ne sont pas des plugins. Alors qu'est-ce que c'est le format 500 ? C'est un peu particulier. Alors, je pense que tu connais le format rack traditionnel en 19 pouces qui est assez standardisé même en informatique. Les principaux périphériques sont de ce format-là, plus ou moins large, donc tu as une unité, 2 unités, 3 unités, parfois 4 unités. Et c'est ces grosses machines qu'on rack dans des espaces prévus à cet effet. La plupart des bureaux home studio proposent ça. Tu as aussi une alternative qui s'est développée depuis quelques années, c'est le fameux format rack 500, créé je crois par API, la marque qui fait des consoles bien puissantes, bien rock. C'est très intéressant parce qu'en fait ça te permet une grande modularité. Ça te permet finalement pour un format typiquement d'un rack 3 unités de pouvoir en mettre plusieurs. Là dans ce cas-ci j'ai la place de mettre 6 périphériques et donc ça te permet comme ça de créer un petit peu de panaché suivant tes besoins, suivant tes envies et puis de compléter au fur et à mesure pour te créer finalement la tranche de console ou les périphériques vraiment très utiles pour toi. Alors il y a plein d'avantages et puis peut-être quelques inconvénients. Alors l'un des avantages principaux c'est le gain de place. Sur le même format qu'un gros rack normal, tu vas pouvoir te mettre 4, 6, 8, 10 périphériques différents. Donc multiplier comme ça les possibilités de créer plusieurs préamplis, plusieurs EQ, plusieurs compresseurs, voilà. Et de pouvoir comme ça amener différents outils au sein d'un même packaging. Et donc en fait le gain de place il est quand même assez redoutable. Tu vois que sur cette petite machine il y a même une poignée. Donc on peut très bien imaginer, ça reste assez lourd parce que en tout cas ce que je mets dedans c'est assez costaud. Mais on peut très bien imaginer pouvoir emmener ça en mobilité, par exemple pour faire un studio mobile, partir, j'en sais rien, faire une résidence, etc. Et pouvoir profiter quand même d'un son professionnel, mais en déplacement. Et ne pas forcément baisser trop en qualité, malgré qu'on ne soit pas dans son studio normal. Un des gros plus aussi, c'est une seule alimentation pour l'ensemble du rack. Alors, évidemment, ça peut poser aussi d'autres problèmes, mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment, tu as juste un seul câble d'alimentation à brancher. Et ensuite, tous les périphériques se branchent simplement comme une carte, un peu comme une carte graphique, tu vois, avec un petit port comme ça qu'on va mettre dans un slot. Et puis tout est alimenté par là, et puis les entrées-sorties audio passent aussi par là, il n'y a rien d'autre à faire. Donc c'est quand même relativement simple en plus d'utilisation, on va dire. Que tu aies une seule alimentation pour tout, ça te fait quand même gagner pas mal de galères de câbles, etc. Le revers de la médaille, c'est que il faut bien choisir quand même, je pense, son rack parce que tu vas avoir différents ampérages et donc tous ne vont pas délivrer la même puissance. C'est peut-être l'un des points négatifs par rapport au reste. Ça va être forcément le voltage et la puissance que tu vas mettre et l'alimentation, puisqu'en fait une grande partie de la qualité du matériel qu'on utilise en audio va dépendre aussi de la qualité de son alimentation. Et c'est évident que dans un gros rack 19 pouces, tu vas avoir plus de place pour mettre une grosse alimentation spécifique, dédiée, peut-être avec des composants de meilleure qualité, et qui vont fournir quand même, vont fournir une alimentation de meilleure qualité aussi à l'effet, et donc peut-être une meilleure qualité du son. Ça c'est plus ou moins vérifié sur certains périphériques, mais
disons que pour le commun des mortels, la différence sera quand même assez minime. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la modularité, de pouvoir y aller à son rythme. Et puis bien sûr, les périphériques sont moins chers sur le format 500. Ça te permet de t'équiper au fur et à mesure, puis de pas forcément te soucier trop des branchements, du câblage, des patch bays et compagnie. Et tu peux très bien te créer progressivement, par exemple, ton channel strip dédié avec différentes marques. Peut-être prendre un préampli Nive et compresseur API, mettre une EQ type Pultec en format 500. Voilà, si tu es motivé et que tu es prêt à craquer du chèque. Pas mal de marques, il y a pas mal de références, il y a beaucoup de marques qui s'y sont mis au fur et à mesure. Tu as même des kits à monter toi-même, mais ça fera l'objet, je pense, d'une vidéo dédiée parce que c'est quand même une autre mission et puis c'est pas forcément recommandé pour tout le monde, mais c'est une super expérience. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la modularité, le gain de place, et puis tu gagnes un petit peu en termes de tarifs parce que tu peux t'équiper, te faire un beau rack d'effets pour un coût quand même un peu inférieur à ce que tu trouverais en rack 19 pouces. Comment ça marche pour envoyer le signal audio puis le faire ressortir? En gros, tu as un système ici avec plein d'entrées et de sorties, et donc ça va être forcément dépendant de ta carte son, on va dire, puisque la carte son elle a un nombre d'entrées et un nombre de sorties. Avec ta carte son, tu vas faire du routing, donc tu vas par exemple te dire la sortie 1 et 2, ce sont les enceintes, on n'y touche pas. Mais par contre, la sortie 3, je vais l'envoyer dans mon compresseur, par exemple. Puis la sortie du compresseur, donc qui est à l'arrière, je vais la renvoyer dans une de mes entrées de la carte son, par exemple l'entrée numéro 5. Voilà, et ainsi de suite. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'un petit jeu de routing à faire dans son dos. Mon bus batterie, j'ai envie de le compresser, je vais l'envoyer dans ma sortie 3.4 par exemple, et la sortie 3.4, ça correspond ici au compresseur, on va dire. Et donc, les sorties du compresseur à l'arrière du rack, je vais les renvoyer dans l'entrée, j'en sais rien, 5-6 de ma carte son. Et du coup, j'aurai plus qu'à créer une piste stéréo par exemple, avec en entrée dans le dos le 5 et le 6. Et du coup, j'aurais plus qu'à enregistrer. Donc c'est une petite gymnastique, il faut un petit peu passer un cap, je pense. C'est pour ça que c'est vraiment pas recommandé quand tu es un grand débutant. Mais après, c'est plus qu'une gymnastique. Bien évidemment, ça va être vachement dépendant de la carte son que tu as, voilà, des possibilités d'entrée et sortie, les fameuses I/O. C'est ce qui va conditionner vraiment le fait de pouvoir faire ce genre de choses, faire appel à des effets externes, puis les renvoyer. C'est ni plus ni moins qu'un bus, mais sauf que c'est un bus physique, quoi. L'intérêt du hardware, il est double. C'est d'abord la quête du son en amont. Donc, par exemple, acheter un bon préamp type Nive comme celui-là, forcément déjà ça te fait gagner en qualité de son, puis ça t'oblige, si tu veux, à faire attention à ton son et à régler pas mal de questions en amont, typiquement où ici j'ai un channel strip en 19 pouces, un ISA 220 de Focusrite. C'est pareil, tu vas prendre le temps de régler ton son avant même d'enregistrer en fait. Voilà, donc c'est une autre discipline. Et puis l'autre truc, c'est que tu vas un peu commit. C'est-à-dire que tu vas par exemple envoyer ça dans un compresseur ou dans un EQ, tu vas faire tes réglages, puis après les réglages, tu n'as pas non plus 50 000 périphériques, donc ce qu'il va falloir faire, c'est réenregistrer la piste avec les réglages, et du coup tu vas commit, donc tu vas décider, faire un choix concret, de dire c'est bon, ça va être mon son de guitare, ça va être mon son de batterie, voilà, et il est passé dans la machine a fait son travail, parce que souvent, c'est pas toujours le cas, mais quand même bien souvent, elle va faire un meilleur travail qu'un plugin, ou en tout cas un travail plus rapide. Ça va être plus évident, tu vas tout de suite entendre la différence, tu vas pouvoir toucher physiquement les choses. Il y a un rapport quand même qui est assez différent entre le hardware et les plugins. Je te dis pas de jeter tous tes plugins à la poubelle, loin de là, parce que de toute façon tu pourras jamais tout faire, ou alors il faudrait vraiment un budget incroyable. Mais disons que ça change un petit peu ton approche, ça amène un côté un peu plus organique. Tu es un peu plus finalement dans la manipulation que dans la bidouille informatique. Ça te permet de sortir un tout petit peu le nez de l'écran, j'en parlais dans une précédente vidéo. Donc c'est quand même des avantages assez indéniables. Puis surtout, tu sais très vite quoi. Voilà, en tournant 3 potards, tu vois tout de suite si ça fonctionne ou pas. C'est un des gros intérêts du hardware, c'est de gagner aussi du temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a encore pas mal de studios qui utilisent du hardware, aussi beaucoup pour justement gérer les sources audio. Parce qu'au moins, voilà, tu as une bonne chaîne audio de base, tu sais que tu as déjà fait la moitié du boulot pour la production. Si tu débutes en MAO, je te recommande absolument pas de t'équiper. Par contre,
Si tu commences à te dire j'aimerais bien level up en termes de qualité de son, et puis peut-être commencer à étendre un peu les possibilités, et puis pourquoi pas passer mes mix dans un compresseur de bus, j'en sais rien. Voilà, il y a différentes possibilités. Je t'invite à t'intéresser au Lunchbox, comme on appelle ça, et au format 500 d'API. Tu vas pouvoir trouver plein de choses. Voilà, typiquement, ça c'est un préampli, et donc tu vois bien qu'il n'y a pas d'entrée micro, mais l'entrée micro elle va se faire sur la Lunchbox. Ça donne un super son de voix. Tu peux même brancher en direct une guitare ou une basse. Ça donne un super son de basse, un super son de guitare qui sera bien supérieur à une immense majorité de cartes son, et puis qui aura une vraie identité, une vraie signature sonore qui va se rapprocher, je sais pas, là, du son Nive en l'occurrence, parce que tu as deux amplificateurs Carl Hill qui reprennent quasiment exactement les mêmes circuits, etc. Donc c'est quand même une vraie recherche, et tu vas pouvoir comme ça te créer un couteau suisse petit à petit. Et puis évidemment tu peux aussi lorgner du côté du DIY, mais encore une fois, ça on en parlera dans une prochaine vidéo parce que c'est encore une autre affaire et elle est pas mince, crois-moi. Et moi la Lunchbox que j'ai pris, c'est une Freudenstein Bento 6S, voilà. Et ensuite ce que je vais mettre dedans, pour le moment j'ai du Sound Sculptor, donc c'est les fameux kits, et puis après on verra un petit peu vers quoi je m'oriente. Ça va sûrement partir ensuite sur des EQ, peut-être un Mag EQ, on verra. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est aussi de faire au fur et à mesure, en fonction du budget, des envies, des possibilités, et puis des besoins surtout, encore une fois. Connaître ses besoins, c'est super important. Moi je sais que mon besoin c'est de me refaire une autre tranche de console. J'avais envie vraiment d'avoir un compresseur externe pour gagner un peu plus cette patate que j'ai du mal à trouver moi avec les plugins, et puis retrouver ce côté un petit peu charnel de la musique. Ça me correspond, encore une fois. C'est pas forcément la meilleure solution du monde. Tu peux très bien arriver à de super résultats uniquement avec des plugins, uniquement in the box. Et d'ailleurs, il y a plein de mixeurs très reconnus qui fonctionnent plus qu'in the box ou presque. Sachant quand même qu'en amont, en général, les pistes qu'on leur envoie, ils passent dans des super préamps, dans des super machins, etc. Quand même, faut un petit peu raison garder, mais rien ne t'empêche de continuer à faire comme tu le sens. Et puis si jamais voilà, ça t'intéresse, n'hésite pas à les regarder de ce point de vue-là. Mais encore une fois, ne serait-ce que pour comprendre comment ça se route et comment j'envoie le signal dedans, comment je récupère mon signal, c'est des choses qui ne s'adressent pas aux débutants, mais à des gens un petit peu plus avancés. Et peut-être que c'est ton cas. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un gros pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne. Ne passe pas non plus 3 jours sur les sites de matos parce que tu vas voir que pareil, c'est comme un magasin de bonbons. Méfie-toi. Je te laisse, fais plein de musique. À demain. Ciao.